Rebonjour. Le nombre de participants là s'est stabilisé autour d'une trentaine de personnes. Vous êtes 33 connectés. Donc bienvenue à ce webinaire. Dont le sujet c'est réinventer le travail et les 5 futurs possibles. Ce webinaire sera présenté par Alexandre Stourbe. Moi je suis Christophe Poyet. Je travaille à l'Initium. C'est en quelques mots c'est la SATT du bassin du sillon alpin de Valence à Annecy, en passant par Grenoble et Chambéry. Notre objectif, c'est de transférer des technologies qui sont issues des laboratoires publics, qui sont nos membres et nos actionnaires. Dans ce bassin alpin, on a Grenoble INP, on a l'UGA, le CNRS, l'INRIA, le CA et l'USMB pour la Savoie. La SCTT a été créée en 2015. Nous avons créé 97 startups, dont 23 dans l'intelligence artificielle. Donc pour ma part, moi je suis en charge de la filière numérique et aussi de la constitution des équipes, c'est-à-dire du recrutement des CEO externes qu'on match avec des équipes de recherche. Donc l'Initium est un des partenaires du MEI. Le MEI organise ce cycle des webinaires sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, pour accélérer. L'objectif, c'est d'accélérer l'acquisition des connaissances en IA au sein des entreprises, au sein essentiellement des PME et aussi du grand public. C'est des webinaires qui sont gratuits, qui ont lieu à peu près une fois par mois, qui durent 1 heure, avec l'intervention d'un expert, et dans notre cas, c'est Alexandre qui va intervenir. Le contenu de tous les webinaires qui ont eu lieu par le passé et de celui-ci sera disponible sur la chaîne YouTube du MIAI. Donc le MIAI, c'est un des clusters, un cluster très important en intelligence artificielle. Il a pour objectif de mener des recherches en IA de très haut niveau et surtout de proposer pour à la fois pour les chercheurs des financements, un accompagnement et aussi des formations attrayantes pour les étudiants et pour les industriels de tout niveau pour soutenir l'innovation, le transfert technologique entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Voilà pour l'introduction. Donc revenons maintenant au sujet du jour. Donc nous allons évoquer le monde du travail, les 5 futurs possibles. Donc ce webinaire sera animé par Alexandre. Donc Alexandre est un brand ambassadeur chez Tomorrow Theory. Il est ancien directeur général du Lab RH pendant 8 ans. Et c'est un acteur reconnu dans l'innovation RH et l'écosystème du futur du travail. Alors moi je suis ravi d'animer ce webinaire en compagnie d'Alexandre. Et avant de passer la parole à Alexandre pour une présentation de 30 à 40 minutes, suite à cette présentation, on aura une phase de questions-réponses. Vous avez la possibilité de poser des questions au cours du webinaire. Vous avez normalement en bas de votre interface soit une petite icône où c'est marqué QR, et si vous le trouvez pas, vous pouvez cliquer sur le bouton plus et vous verrez apparaître le petit icône QR. Et ben Alexandre, je t'invite à te présenter et à démarrer le webinaire. Merci beaucoup Christophe. Merci d'animer ce webinaire et je suis ravi d'être parmi vous et je remercie aussi le MAI Cluster de cette invitation. L'idée c'est de pouvoir vous parler d'intelligence artificielle, mais pas forcément d'un point de vue technologique, plus d'un point de vue organisationnel. Est-ce que ça va changer? Alors pour ma part, comme l'a dit Christophe, ça fait moi un peu plus de 10 ans que je suis en soutien des entreprises, des organisations, de la fonction RH sur la transformation du monde du travail. Et comme l'a dit Christophe, j'ai dirigé une association qui s'appelle le Lab RH. Auparavant, moi, j'avais une autre vie de salarié dans le conseil en ingénierie en système d'information. Je suis ingénieur à la base de formation. Et donc, depuis 10 ans, sur le futur du travail, sur l'accompagnement à la fois sur des phases de digitalisation, et puis là, depuis 2 ans, au sein de Tomorrow Theory, qui est un studio d'innovation. Et notre mission en tant que studio d'innovation, c'est de comprendre quels sont les grands enjeux sociaux, environnementaux et technologiques qui frappent notre société au sens large du terme et de voir l'impact de ces enjeux-là dans le monde du travail. Et donc, on va faire un focus sur un sujet que tout le monde a sur la langue en ce moment et depuis pas mal d'années maintenant, à savoir l'intelligence artificielle. Alors moi, je vais revenir, et j'espère que tout le monde voit bien les slides, je vais revenir sur comment on voyait le monde au début du XXe siècle. C'est assez intéressant, donc c'est illustratif bien évidemment, mais on voyait en l'an 2000 quand même le monde d'une manière complètement différente de ce qui s'est passé en réalité dans l'an 2000. Vous voyez l'école du futur en haut à gauche, vous voyez le couturier, puisque c'était un métier qui était en plein essor au début du XXe siècle, qui est complètement robotisé.
Bon, le bus-baleine, là, j'avoue, c'est un peu la subtilité. Je ne sais pas trop pourquoi on a inventé le bus-baleine, pourquoi pas. Et en revanche, un postier aérien, aujourd'hui, on parle de drone. Et en effet, on voyait déjà à l'époque, en 1900, donc le postier aérien. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voyait le futur vraiment avec un prisme très positif. À la différence d'aujourd'hui où on voit le futur de manière beaucoup plus, alors j'ai utilisé des anglicismes, hein, beaucoup plus dark, beaucoup plus sombre, un futur dystopique. Et c'est vrai que beaucoup de films américains, de ce qu'on peut voir en termes de science-fiction, très souvent, on voit le monde, un monde noir, un monde apocalyptique, un monde où les êtres humains sont remplacés par les machines, un monde où l'être humain a du mal à survivre dans une planète de plus en plus polluée, etc. Est-ce qu'on est proche de la réalité? Ça, je vous laisse libre en termes d'interprétation. Mais moi, en tout cas, je suis né en 1978 et j'ai été biberonné par les films de science-fiction type 2001, Odyssée de l'espace, Terminator, le soulèvement des machines. Les Mad Max aussi, et après plus tardivement les iRobot et autres. Donc des films très dystopiques sur l'évolution de l'humanité dans ce monde et l'évolution de la planète. Et c'est ce qui nous amène à réfléchir en fait que cette technologie, l'intelligence artificielle, qui pour rappel existe depuis longtemps sur le marché, hein, l'intelligence artificielle date à peu près de 1960, est arrivé avant Internet, hein, puisque c'est des protocoles qui ont été développés par l'armée américaine au départ. Et ça a pris de l'ampleur, bien évidemment, avec Internet et puis la montée et la puissance d'Internet. Mais aujourd'hui, on a en termes intelligence artificielle et surtout intelligence artificielle générative, même si l'intelligence artificielle, finalement, on l'utilise depuis pas mal d'années. Quand vous allez déjà sur des GPS à l'époque, c'était déjà de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la particularité, c'est que cette IA est générative, c'est-à-dire qu'elle génère du texte, elle génère des images, elle génère des vidéos, elle génère du son. Bref, donc il suffit d'écrire quelque chose et puis c'est magique, ça génère quelque chose. Donc on a une vision assez, encore une fois, assez négative de l'impact de l'IA parce que ben, on craint pour notre humanité. Alors heureusement, il y a quand même, là je vous ai mis des exemples, hein, il y a des entreprises, il y a des personnalités aussi qui vont avoir une vision plus optimiste du futur. Là je vous ai mis quelques exemples de BD ou de livres c'est pas vraiment de films, mais de documentaires, donc comme Cyril Dion, le Solarpunk, Imaginer en commun un avenir positif. Il y a quand même, heureusement, ce n'est pas que dystopique, il y a quand même des personnalités ou des entreprises qui voient aussi l'évolution de l'humanité plutôt de manière favorable et pas en déclin. Et donc, il faut replacer tout ça dans le contexte. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vous ai parlé de 1960. En réalité, pendant toute la première partie du XXe siècle, donc grosso modo de 1900 jusqu'à l'après-guerre, le monde était assez binaire. Il y avait les gentils, les méchants, le bien, le mal. C'était assez simple. La lecture du monde était assez simple. Et puis après, après la guerre, il y a eu la guerre froide. Et c'était plus compliqué avec la fin de la guerre froide de voir qui étaient vraiment les gentils, les méchants. Donc on avait un monde qui était devenu plus complexe. Et justement, l'armée américaine a inventé, en tout cas sorti un acronyme. C'est l'acronyme que vous voyez indiqué sur l'écran, à savoir l'acronyme VUCA. Donc pour vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Donc ça, c'est un acronyme inventé par l'armée américaine pour définir le monde post-guerre froide. Et du coup, en tant qu'être humain, eh ben, on a voulu revenir sur quelque chose de beaucoup plus binaire et beaucoup plus lisible. Et donc, on a essayé de trouver des pendants. Donc, quand on parlait de soft skills, quand on parlait pardon, de hard skills, on a mis des soft skills. Quand on parlait de quotient intellectuel, on a mis le quotient émotionnel. Bref, on a toujours essayé de revenir sur une forme de binarité. Et puis après, le monde s'est encore plus complexifié, déjà avec une première étape, en tout cas un premier élément qui était la crise des subprimes en 2008, et puis après la crise sanitaire en 2020. Et maintenant, on parle plus d'un monde VUCA, on parle d'un monde banni. Donc, c'est ce que vous voyez, banni, B-A-N-I. Donc, banni, c'est brittle, fragile en anglais, anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Alors vous me direz, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, grosso modo, c'est un peu le bazar, que ce soit un monde VUCA ou un monde banni, on se l'accorde. Après, ce qui est intéressant, c'est d'approfondir le sujet. Finalement, dans le monde VUCA, tel qu'on l'a vécu, grosso modo, à la fin du XXe siècle,
ce monde VUCA, on s'intéressait à l'état du monde. Donc on essayait de comprendre comment fonctionnait le monde. Aujourd'hui, dans un monde banni, en fait, on va plutôt chercher à comment nous, on va percevoir le monde, comment on va s'en sortir dans ce monde fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible. Et ce qui est intéressant, c'est que ça change vraiment le prisme. On est parti d'une force un peu plus collective avec le monde VUCA à quelque chose de très individualiste avec le monde banni. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les entreprises aujourd'hui. On cherche beaucoup la personnalisation, l'hyper-personnalisation pour chacun. Donc voilà, donc ça, c'est le monde tel qu'il est vu aujourd'hui et l'intelligence artificielle est arrivée dans un monde banni, dans un monde déjà anxiogène, dans un monde déjà non linéaire, dans un monde déjà incompréhensible. Et l'intelligence artificielle vient accélérer cela. Vient accélérer cela, en plus, vient accélérer des crises que le monde traverse. Et il y a un point qu'on constate aujourd'hui, on parle de polycrise. En fait, pareil, au début du XXe siècle, il y avait des crises, hein, bien évidemment, les crises ne sont pas nouvelles, mais simplement l'humanité gérait les crises les unes après les autres. Les crises, grosso modo, s'enchaînaient. Je ne dis pas que c'était bien, mais en tout cas, les crises s'enchaînaient. On arrivait à résoudre les crises les unes après les autres. Aujourd'hui, alors c'est un concept, hein, le concept de polycrise a été inventé par un sociologue français qui s'appelle Edgar Morin, qui l'a publié en 1993. Et ça a été récemment repris, c'est revenu à la mode en quelque sorte, ce concept des polycrises en 2023 par un historien qui s'appelle Adam Tooze, qui a à nouveau parlé de polycrise. Et en effet, aujourd'hui, eh bien, notre humanité traverse des crises. Elle ne vit plus les crises, elle traverse les crises, et non plus les unes après les autres, c'est les unes avec les autres. D'où le terme polycrise. Et on voit de réelles interactions entre ces crises. Des crises climatiques, des crises politiques, des crises sociales, des crises économiques, tous les conflits, etc. Bref, des crises technologiques. On voit qu'on est face à plein de crises et c'est ce qui rend, encore une fois, la lecture du monde très compliquée. C'est de comprendre du coup comment gérer les crises et on ne peut plus les gérer les unes après les autres parce qu'elles ont toutes des interactions les unes avec les autres. Quand on voit ce qui s'est passé par exemple en Ukraine en 2022, et bien derrière, ce conflit a engendré une crise écologique avec le gaz, qui derrière a engendré une inflation, donc une crise économique sur d'autres pays européens, qui après derrière a engendré une crise sociale au niveau de l'Europe. Bon, vous voyez que finalement, à chaque fois, eh bien, c'est le jeu des dominos et que quand on actionne quelque chose, eh bien, en fait, ça a des répercussions ailleurs. Alors moi, je prends toujours l'exemple parce que beaucoup de personnes ont déjà, moi je l'ai participé aussi, ont déjà réalisé des fresques du climat. Pour moi, c'est un peu la même chose. En fait, je trouve que c'est assez... moi, c'est ce que j'avais vécu quand j'avais fait la fresque du climat. On voit tout ce qui peut interagir avec le climat ou avoir un effet négatif sur le climat. Et on se dit, ah bah oui, tiens, ce truc-là, on peut le résoudre de telle manière et voilà, voici comment je le résous. Et quand on essaie de le résoudre, en fait, on voit que dans la chaîne, eh bien, ça a une répercussion, pas juste à côté sur l'élément qui est directement en lien, c'est une répercussion avec des éléments qui sont à l'autre bout de la chaîne. Et encore une fois, c'est ce qui rend encore une fois le monde hyper incompréhensible, très difficile à lire, très incertain, et nous, on évolue là-dedans. Et cette intelligence artificielle est arrivée dans nos vies en 2022 comme si c'était une évidence et on devait s'approprier cette intelligence artificielle, alors que finalement, elle vient accélérer ces crises, des crises sociales, parce que l'intelligence artificielle va très certainement provoquer de vraies ruptures sociales en termes d'appropriation de la technologie. On voit des crises écologiques aussi à travers l'intelligence artificielle sur les terres rares, sur la production, l'énergie qu'il faut pour produire de l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc on voit finalement que l'intelligence artificielle est un accélérateur de ces crises-là et donc ce qui rend le monde pas forcément hyper évident et en tout cas hyper positif. Là, je vous ai mis une source, donc c'est le Grand Forum des stratégies d'innovation qui date de 2024, c'est il y a 2 ans. Alors c'est à la fois vieux et à la fois récent. Vieux parce qu'à l'échelle de l'intelligence artificielle, c'est presque archaïque. Mais à l'échelle de l'humanité, c'est tout récent. Donc sur la base de 80 études nationales et internationales, les grandes méga tendances, hein, on les voit, je ne vais pas forcément les lister, vous en avez 10, donc du dérèglement climatique au recul de la démocratie, en passant par l'affrontement pardon, géopolitique, la croissance des inégalités. Et on voit que la perte de confiance dans l'avenir et l'individualisme, eh bien, c'est la neuvième tendance, la neuvième méga tendance à travers ces études internationales. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur cet avenir, qui est un avenir assez noir, comme j'ai décrit tout à l'heure, et une forme d'individualisme.
Comment dire, autre statistique, hein, c'est Ipsos Global Trends, pareil, qui date de septembre 2024, donc il y a un an et demi. Sur les 82 personnes, des personnes interrogées pensent que nous sommes bord d'une catastrophe environnementale. Donc ça, c'est un sujet. Ça fait depuis 2021, post-Covid, on prend vraiment conscience avec des engagements, avec les différentes COP sur l'impact de nous, êtres humains, sur notre planète. Et là où moi je veux faire un focus, c'est surtout sur la technologie. On voit que 62% des individus pensent que la technologie va clairement, enfin, carrément détruire leur vie. Donc on voit encore une fois que Mm. Eh bien, malgré le fait que début du XXe siècle, on avait une vision assez optimiste de l'humanité et du futur, 21e siècle, on a une vision très pessimiste du futur, même s'il y en a certains qui essaient d'avoir cette vision optimiste. En réalité, une grande majorité eh bien, des êtres humains voient un avenir assez noir dans l'évolution liée à l'intelligence artificielle. Alors, pareil, j'essaie de replacer ça dans le contexte. Finalement, ces visions dystopiques, on les a eues à travers des grandes révolutions technologiques. Là, j'ai pris l'exemple au 19e siècle, on avait la peur que la machine soit destructrice d'emplois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces cours d'histoire, le fameux mouvement des Luddites en Angleterre. Eh bien, enfin, il y avait des ouvriers qui disaient, les machines volent nos emplois et donc venaient casser les machines, etc. Donc, il y a eu pas mal de livres qui ont été écrits dessus. Il y avait des articles à l'époque aussi qui étaient écrits sur ce sujet-là. Et donc déjà au 19e siècle, l'humanité se disait, mais la machine va voler nos emplois. Et c'est un peu le regard qu'on a, nous, aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle. On a réellement peur que l'intelligence artificielle prenne nos emplois. Je remets, hein, j'ai remis 62% des individus pensent que la technologie va détruire leur vie. Alors, pas détruire leur vie au sens ils vont mourir. J'entends vie professionnelle. 62% des individus pensent que la technologie va détruire leur vie professionnelle. Et c'est une vraie réflexion aujourd'hui. Alors, vous avez des livres hein, qui sont sortis. Un des plus connus, c'est Nexus par Harari, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l'évolution et comprendre l'évolution de l'humanité. Mais c'est clair que si on regarde aujourd'hui, en tout cas sur les pays développés, donc les pays de l'OCDE, on estime qu'il y a à peu près 80% de la population de l'OCDE, population active de l'OCDE, qui travaille dans le secteur tertiaire. Secteur tertiaire, le secteur des services, hein, le secteur de la production intellectuelle. Et bien aujourd'hui, finalement, beaucoup d'entre nous, moi le premier, on est salarié on doit produire des présentations sur PowerPoint, on doit faire des fichiers Excel, manipuler des chiffres sur des fichiers Excel. On nous demande de faire des rapports sur des documents Word ou des comptes rendus de réunion sur du Word, d'écrire des mails. C'est notre job aujourd'hui, c'est des tâches qu'on exécute. Ça fait partie de notre métier, une grande partie de nos métiers. Et ce qu'on va pouvoir faire en une semaine, eh bien finalement, l'intelligence artificielle aujourd'hui peut le faire. Alors j'allais dire peut très certainement le faire parce que parfois c'est plus compliqué que ça, mais peut le faire en 5 minutes. Et donc du coup, si l'intelligence artificielle fait ce qu'elle fait, ce qu'on fait nous en 5 jours, en 5 minutes, bah, ça va être quoi le travail demain? Et ça, c'est la question qu'on se pose tous de quelle va être l'évolution du monde du travail. Donc, ce que je voulais vous présenter là aujourd'hui en termes d'évolution, c'est les futurs possibles pour l'humain au travail. Donc, il y a 5 futurs possibles. Encore une fois, moi, j'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas vraiment à quoi va ressembler le monde du travail. À travers Tomorrow Theory, on ne fait que modestement identifier des signaux faibles du marché et d'essayer de faire un peu de prospective par rapport à ça. Il s'avère qu'on a de la chance aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, justement, on peut aller pousser et faire de la prospective beaucoup plus poussée qu'on ne pouvait le faire auparavant. Et donc là, c'est 5 propositions de futurs possibles. Et je serais ravi de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser en direct, on les traitera avec Christophe par la suite. Premier futur possible, c'est l'augmentation de la cadence. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on est payé dans nos vies professionnelles pour produire des choses, produire des documents Word, produire des fichiers Excel, produire des présentations PowerPoint, écrire, donc produire du mail. Donc, on est beaucoup autour de la production, qui est de la production plus intellectuelle au regard de la population active de l'OCDE, même s'il y a le secteur industriel
bien évidemment, mais qui est aussi automatisé de son côté. Et donc, eh bien, avec l'intelligence artificielle, ce que je fais moi aujourd'hui en 5 jours, bah, peut-être que demain, je le ferai beaucoup plus rapidement. En tout cas, si je suis capable de gérer, je vais prendre plutôt le sujet à l'envers, si je suis capable de gérer 10 projets sur une semaine, moi en tant qu'être humain, parce que mon cerveau me permet de le faire, bah, demain, avec l'intelligence artificielle, je vais pouvoir en gérer 12, puis 15, puis peut-être 20, puis 30, puis 50, etc. Et là, ça n'a presque plus de limite. Donc, c'est l'augmentation de la cadence. C'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on peut déjà, on peut commencer déjà à observer sur le marché. On voit que eh bien, l'IA nous pousse à augmenter notre cadence. Il y a tout un phénomène autour de ça. On parle beaucoup de surcharge cognitive aujourd'hui. Donc derrière, ça amène la notion d'écologie cognitive et de souveraineté cognitive. D'ailleurs, nous, chez Tomorrow Theory, on sort un livre aux éditions EMS sur ce sujet-là, sur la charge cognitive comme étant le nouveau levier de performance des entreprises. Mais c'est un vrai sujet, c'est que les entreprises aujourd'hui considèrent cette amélioration et cette augmentation technologique à travers l'intelligence artificielle comme une vraie source de productivité et donc va augmenter la cadence de ses salariés pour toujours produire plus. Qu'est-ce qui risque de se passer dans la production? Bah, vous l'avez compris, je l'ai dit à travers le sujet de charge cognitive. Et en France, en 2026, on est encore pour la deuxième année avec une grande cause nationale qui est la santé mentale. Eh bien, le risque, c'est d'aggraver la santé mentale des salariés dans l'entreprise parce que notre cerveau, la technologie évolue, mais notre cerveau n'a pas évolué depuis de nombreuses décennies et donc il n'est plus capable aujourd'hui de suivre le rythme que nous impose l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, sur l'augmentation de la cadence, on voit aujourd'hui un déplacement du travail. Aujourd'hui, aujourd'hui, en tout cas hier, on était plutôt sur l'exécution de tâches. Aujourd'hui, le déplacement, eh bien, le déplacement se fait plus sur la supervision de ce que produit l'intelligence artificielle, sur du contrôle, sur la vérification de ce que produit l'intelligence artificielle. Et en fait, tout cela, eh bien, ça augmente notre charge cognitive. Je pourrais peut-être, si j'ai un peu de temps, parler de ce sujet de la charge cognitive et de l'écologie cognitive par la suite. Je reviens sur un futur possible, augmentation de la cadence. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, grosso modo, il va se passer ce qui s'est passé au moment de la révolution industrielle. On va créer des travailleurs intellectuels à la chaîne. Exactement ce qui s'est passé dans les industries il y a quelques décennies. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc le sujet, encore une fois, santé mentale, fatigue mentale, burn-out aussi. Alors même si le burn-out est plus lié à l'exécution de tâches routinières, alors là, pour le coup, on peut se dire que l'IA exécute ces tâches routinières à faible valeur ajoutée à notre place. Mais néanmoins, il peut y avoir quand même des phases de burn-out qui peuvent apparaître. Donc, c'est un futur possible qui n'est pas forcément un futur souhaitable. Deuxième futur possible, c'est la rationalisation des effectifs. Alors moi, j'espère qu'il n'y a pas de personnes qui nous écoutent, qui travaillent sur le secteur financier ou dans une direction financière, mais pour moi, c'est le raisonnement des DAF, qui est un raisonnement qui est assez logique. Et puis moi, en tant qu'ingénieur, je suis très pragmatique. C'est dans l'exercice comptable fiscal d'une entreprise, ce qui va impacter le plus l'entreprise, c'est la masse salariale. Et si l'intelligence artificielle permet de diminuer cette masse salariale, bah moi, en tant que DAF, bien évidemment, je vais remplacer les êtres humains, les salariés, par l'intelligence artificielle pour augmenter eh bien, les résultats de l'entreprise, puisque j'aurais réduit ma masse salariale. Donc ça, pareil, c'est un futur possible qui n'est pas forcément souhaitable. Et plus qu'un futur, c'est un présent. Et donc vous voyez que c'est pas si possible que ça, puisque ça existe aujourd'hui. On voit dans la presse pas mal d'entreprises, et plutôt les entreprises du conseil, même des entreprises technologiques, qui licencient. Il y a même Meta, ex-Facebook, hein, qui a annoncé plus de 8000, à travers le monde, plus de 8000 suppressions de postes pour les remplacer par de l'intelligence artificielle. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet sur la rationalisation des effectifs et le remplacement, pour le coup très clairement, des travailleurs par de l'intelligence artificielle. Alors, c'est le jeu. Et je pense que pendant les 2, 3 prochaines années, ça va continuer. Les entreprises vont licencier pour remplacer les êtres humains par l'intelligence artificielle. Et s'ils ne licencient pas, ils ne vont tout simplement plus recruter de personnes plutôt que de recruter et mettre de l'intelligence artificielle. Ça va faire partie du jeu et du paysage. Après, moi, je questionne toujours ces entreprises qui, si à chaque point de productivité gagné par l'intelligence artificielle, ils licencient, ben, quid de l'attractivité des talents dans le futur.
parce qu'il y a un autre sujet, je vous ai parlé de polycrise et de liens qu'il peut y avoir avec les différents sujets. Il ne faut pas oublier la crise démographique que nous vivons, en particulier en France, dans beaucoup de pays, mais moi je suis spécialisé sur plus spécialisé sur la France, je maîtrise moins les autres pays. Et donc on voit une courbe démographique qui est en baisse, en chute. Et donc forcément, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un problème là-dedans. Donc, on va faire appel à l'immigration qui va nous permettre de pouvoir pallier le manque de compétences en interne. Mais donc, si à chaque point de productivité, on remplace par l'intelligence artificielle, les personnes vont plus vouloir venir travailler pour ces entreprises qui auront fait ce choix-là par la suite. Et après, de manière un peu plus cynique sur cette rationalisation des effectifs, on peut se dire, bah, finalement, pourquoi pas? Et ça se trouve, toutes les entreprises du monde vont adopter cette stratégie. Et donc, toutes les entreprises vont licencier en masse des salariés, des personnes physiques, ou ne vont plus recruter pour mettre de l'intelligence artificielle à la place. Pourquoi pas? Moi, je dis pareil, de manière systémique, regardons à l'échelle internationale. Si on atteint 15%, 20% de taux de chômage, ce qui est gigantesque à l'échelle internationale, eh bien, quid de la machine économique? Parce qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et ce qui fait tourner les entreprises, c'est la consommation. Et si on ne travaille plus, on n'a plus d'argent. Si on n'a plus d'argent, on ne consomme plus. Si on ne consomme plus, les entreprises ne produisent plus. Donc, je pense que des grandes organisations internationales comme le World Economic Forum, l'OCDE, etc., eh bien, tireront la sonnette d'alarme bien avant pour relancer la machine économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend, enfin, aujourd'hui, depuis quelques années, on entend parler du revenu universel comme étant peut-être une solution dans le futur. Je n'ai pas d'avis fondamental là-dessus. Mais pareil, Sam Altman, fondateur de OpenAI, donc l'entreprise qui fournit ChatGPT, lui aussi s'est intéressé à ce sujet-là assez récemment, alors qu'auparavant il était dans une vision ultra capitalistique du travail. En tout cas, c'est un deuxième futur possible, qui est plus qu'un futur, qui est un présent aujourd'hui, qui est la rationalisation des effectifs. Troisième futur possible, c'est la réduction du temps de travail. Et plus que du temps de travail, j'ai plutôt envie de parler de flexibilité du travail. En effet, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on se l'accorde à dire que l'intelligence artificielle, à l'échelle individuelle, nous fait gagner du temps. Puisque je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, l'IA nous permet de rédiger des mails, nous permet de faire des comptes rendus de réunion, vous connectez votre note-taker sur votre réunion, ça vous fait un super compte rendu. Bref, vous gagnez 1 heure, 2 heures, 3 heures de boulot à chaque fois, et donc vous gagnez du temps à l'échelle individuelle. Le problème aujourd'hui, dans une grande majorité des entreprises en France, c'est que très peu d'entreprises ont réussi à capitaliser sur ce temps gagné à l'échelle individuelle pour le mettre à l'échelle collective. Néanmoins, on peut se dire qu'à l'échelle individuelle, eh ben, réduction du temps de travail, et donc une piste pour l'entreprise, c'est de dire ben, ce que vous faisiez avant 5 jours sans intelligence artificielle, vous le faites aujourd'hui en 4 jours, eh bien, le cinquième jour, je vais l'offrir puisque vous êtes tout aussi productif qu'auparavant, maintenant avec l'intelligence artificielle, vous produisez autant, mais plus rapidement, donc vous êtes capable de vous libérer du temps. Donc c'est pour ça qu'on parle de réduction du temps de travail. Et c'est ce qui a fait couler pas mal d'encre il y a 3 ans à peu près sur la fameuse semaine de 4 jours en France. Il y a eu tout un débat en plus entre la semaine de 4 jours et la semaine en 4 jours. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas uniquement axer sur la semaine de 4 jours. Je parle plutôt de flexibilité du travail et de se dire que le travail, dépendant des activités, dépendant des secteurs d'activité, dépendant des métiers, bien évidemment, il peut y avoir des saisonnalités. On peut être lié à des clients et les clients, eh bien, quand c'est les périodes de vacances scolaires, les clients sont moins présents et donc il n'y a pas forcément besoin, si je suis dans une fonction commerciale, d'être derrière mon poste alors qu'il ne se passe rien d'un point de vue commercial parce que tous mes clients sont en vacances. Donc autant que je prenne mes vacances à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je parle de flexibilité du temps de travail plutôt que de réduction flexibilité du travail de manière générale et du temps de travail, plus que de réduction du temps de travail. C'est d'aménager des espaces de respiration. Donc il y a des entreprises hein, qui ont adopté, j'avais eu l'échange avec une DRH d'une PME de 120 personnes basée à Toulouse et qui me dit, bah, nous, voilà, il y a les 5 semaines de congés payés classiques. Nous, on en offre une semaine supplémentaire et en plus de ça, c'est pas 11 RTT que nos salariés ont, c'est 23 RTT par an. Parce que ben, voilà, on offre une flexibilité beaucoup plus accrue du travail. Dans les pays nordiques, enfin en Europe du Nord,
pareil, ils ont une flexibilité du temps de travail. Et ils ne commencent pas à 7 heures du matin, ils commencent à 9 heures, 8h30, 9 heures comme nous, après la dépose à l'école. Et en revanche, vers 15h30, tout le monde part du travail, 15h30, 16 heures. Une grande majorité des travailleurs partent pour aller chercher les enfants. Et donc, on voit qu'il y a une vraie flexibilité du travail. D'autres entreprises comme Patagonia, et en particulier avec le directeur de Patagonia en Italie, le directeur de la zone Italie, lui dit, voilà, nous, on prône un certain art de vivre aussi à travers Patagonia, autour de la nature et des sports de glisse, montagne ou mer. Et il s'avère que les bureaux de Patagonia sont plus près de la montagne que de la mer. Et il dit, si moi j'ai des salariés qui, le jeudi après-midi, parce qu'il a neigé, ils veulent aller surfer, eh ben, ils vont aller faire du snow le jeudi après-midi et pas de problème, ils rattraperont ce travail un peu plus tard. Donc on voit que l'intelligence artificielle dans les organisations peut amener cette réduction du temps de travail, ce qui là est un futur possible pour le coup, parce qu'aujourd'hui, eh bien, dans une population, et pareil, moi je mets en avant cette dimension et cet impact que ça peut avoir. Je vous parlais de population vieillissante, une chute démographique, et puis on parle aussi de salariés aidants. On est de plus en plus nombreux à être des salariés aidants. On est là pour aider nos parents dans la maladie, nos conjoints, parfois même nos enfants dans la maladie, eh bien, l'intelligence artificielle nous permet de rééquilibrer, de recentrer, en tout cas de libérer du temps sur un focus plus familial pour accompagner le temps d'une période parfois, et je le souhaite au maximum que ça dure le moins longtemps, des personnes qui ont besoin de ce temps-là dans les jours ouvrés de la semaine. Voilà. Troisième futur possible, la réduction, ou en tout cas la flexibilité du temps de travail plus que la réduction du temps de travail. Quatrième futur possible, c'est l'enrichissement des tâches et je vais parler plutôt des compétences à travers ça. Et ça, c'est une vraie réflexion qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de skill-based organization, donc SBO, skill-based organization, voire même d'entreprise apprenante. Et en fait, quand on réfléchit, eh bien, l'intelligence artificielle nous permet d'apprendre en continu. Aujourd'hui, c'est une des difficultés qu'on rencontre dans les organisations, c'est que la formation est malheureusement très peu présente. C'est presque vu comme étant une obligation de la part des employeurs de devoir former. On ne sait jamais quoi faire aux salariés. Alors on leur pose une formation en anglais, par exemple, ou en prise de parole, et ce qui n'a pas forcément beaucoup d'impact. Et c'est comment justement avec l'intelligence artificielle, eh bien, on met en place un dispositif d'apprenance régulier pour permettre aux salariés de monter en compétences. Parce que dans ce monde banni, dans ce monde fragile, anxiogène, non linéaire et incompréhensible, eh bien, il faut savoir s'adapter. On ne sait pas à quoi va ressembler le monde demain et il faut savoir s'adapter presque en temps réel. Et sur le sujet des compétences, c'est un vrai sujet aujourd'hui, hein. On parle d'une obsolescence des compétences assez rapide. On parle de 12 à 18 mois d'obsolescence de la plus grande partie des compétences. Et donc, il faut pouvoir à chaque fois acquérir de nouvelles compétences. Il y a 20 ans, une compétence durait 10 ans, 15 ans, voire il y a 30 ans, une compétence durait toute la vie. On considère aujourd'hui qu'une compétence, voilà, ne dure plus, selon les études, qu'entre 12 et 18 mois. Donc, l'intelligence artificielle devient une technologie, un outil qui permet à chacune et à chacun, eh bien, d'aller appréhender de nouvelles compétences, de nouvelles compréhensions de son métier, d'approfondissement de son métier, de réflexion, d'évolution de son métier ou en tout cas de son secteur d'activité, d'aller explorer de nouvelles parts de marché dans son entreprise, toujours peut-être aussi un peu en lien avec cette réduction du temps de travail, de libérer des espaces de travail, de libérer du temps dans la semaine, parce qu'on est plus productif avec de l'IA, pour avoir une journée, par exemple, ou une demi-journée dédiée à de l'apprentissage de fond, à de l'apprentissage entre pairs, à du brainstorming, encore une fois, pour explorer de nouvelles parts de marché. Et ça, c'est intéressant. On voit de plus en plus d'entreprises qui prennent ce pli-là aujourd'hui. Récemment, j'avais une entreprise qui disait, ben nous, c'est une demi-journée par semaine, ce qui est déjà bien. Une demi-journée par semaine, c'est une demi-journée par semaine. Il n'y a aucune réunion et c'est du temps qui est sacralisé pour les salariés. Alors, on espère pour pas rattraper le retard, mais justement, on essaie de les inciter à aller se former, à aller creuser des choses quant à leur métier. Donc ça, c'est le quatrième futur possible. Et l'IA nous permet justement de travailler sur le sujet du référentiel de compétences, sur le sujet de la transformation des métiers, sur les sujets des compétences émergentes et de voir de quoi l'entreprise a besoin demain et de pouvoir mettre à disposition
des modalités de formation qui sont plus adaptées et personnalisées. Je parlais de d'hyper-personnalisation tout à l'heure en introduction, plus personnalisées en fonction des individus, présentiel, distanciel, audio, vidéo, intervention d'un expert sur site, etc., etc. Et l'IA nous permet cela. Donc ça, c'est le quatrième futur possible, c'est l'enrichissement des tâches et à travers, donc, je répète, hein, la skill-based organization et l'entreprise apprenante. Et puis le cinquième futur possible, c'est la contribution sociétale et je vais vous expliquer ce raisonnement parce que ce raisonnement est intéressant et là vous allez voir qu'il est assez optimiste, peut-être utopique pour certains, mais je trouve que c'est un bon axe pour nous en tant que salariés, managers, entrepreneurs, peu importe, et en tant qu'entreprise de manière générale, eh bien, de voir l'évolution du monde du travail. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Déjà sur la définition du travail. La définition du travail est la suivante. Le travail, c'est une activité rémunérée qui permet la création de valeurs socio-économiques. Je répète, hein, le travail est une activité rémunérée qui permet la création de valeurs socio-économiques. Alors, pendant de nombreuses années, en 70-80, le travail se limitait à la production de valeurs économiques, hein. On recrutait les personnes uniquement parce qu'elles permettaient de faire gagner de l'argent à l'entreprise. Et cette dimension sociale, elle prend de plus en plus de poids aujourd'hui. Moi, je le constate auprès de dirigeants d'entreprise et de DRH, prend de plus en plus de poids dans le travail. Et donc, on revient sur cette dimension socio-économique du travail, ce qui était très intéressant. Alors, pareil, moi, je questionne et je vois un peu le. Enfin, je sais pas que je questionne, mais en tout cas, j'étudie de manière modeste l'évolution du monde du travail. Je reviens sur la moitié du 19e siècle, en 1850 donc, il y avait 80% de la population mondiale, pour le coup, qui travaillait dans les champs. C'était l'ère agricole, donc le monde vivait à travers l'agriculture. Et puis en 1850, l'être humain a inventé une machine qui s'appelle le tracteur, qui à l'époque permettait de faire en 1 heure ce que faisaient 50 personnes en 8 heures. Donc un rapport de productivité de 1 pour 400. Et assez rapidement, eh bien, les travailleurs dans les champs se sont dit, mais la machine, hein, le tracteur va nous enlever une grande partie de notre travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, 80% de la population à l'époque a commencé à migrer, enfin, une grosse partie de la population, peut-être pas 80%, mais une grosse partie de la population a commencé à migrer vers un nouveau secteur d'activité qui était le secteur industriel, parce qu'il a fallu créer ces tracteurs-là. Donc on peut lire, hein, les livres de Steinbeck avec ce qui s'est passé aux États-Unis sur les grandes migrations entre les campagnes et les villes côtières. Ça ne s'est pas fait sans mal, bien évidemment, mais en tout cas, il y a eu des grandes migrations, une transformation du travail à ce niveau-là. Et puis, eh bien, à la première moitié du XXe siècle, là, pour le coup, quasiment 80% de la population de l'OCDE travaillait dans le secteur de l'industrie. Voilà, on avait industrialisé tout le travail. 1950, l'être humain a vécu une nouvelle révolution technologique avec l'apparition la création de l'ordinateur. Et l'ordinateur a pris de plus en plus de place dans nos vies pour une place prépondérante, bien évidemment, maintenant. Et en tout cas, à l'époque, avait comme promesse d'automatiser un certain nombre de tâches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me rappelle plus du titre, mais de ce film avec Kevin Costner qui travaille à la NASA et avec ces femmes qui faisaient du calcul scientifique pour la NASA, en plus des femmes noires à l'époque de la ségrégation raciale aux États-Unis. Eh bien, la NASA décide d'implémenter le premier ordinateur et donc de remplacer le travail de ces femmes-là, qui étaient donc payées pour faire du calcul scientifique. Et finalement, qu'est-ce que s'est-il passé? Eh bien, l'histoire narrée par ce film avec Kevin Costner, ces femmes ont fait évoluer leur métier pour venir superviser l'ordinateur. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin en tout cas sur la fin du XXe siècle et puis au XXIe siècle, eh bien, on a l'émergence d'une nouvelle ère qui s'appelle l'ère tertiaire. Et donc tout ça, là, tout ce que je vous raconte, c'est documenté, ça s'appelle la théorie du déversement. En fait, à chaque grande révolution technologique, l'ère qui a émergé suite à cette révolution technologique a créé plus d'emplois qu'elle en a détruit dans la précédente ère. Et puis bon, on est tous et toutes allés à l'école et on nous a gentiment appris le travail, c'est l'ère primaire, secondaire, tertiaire, et puis fin du voyage, et il ne se passe rien derrière. Et en fait, on peut se poser la question que finalement, au-delà de l'ère tertiaire, il peut très certainement y avoir quelque chose d'autre. Et spoiler alerte, ça existe, on parle de l'ère quaternaire. Et c'est l'ère quaternaire, pareil, est étudiée par des sociologues, et en particulier des sociologues français, depuis les années 70.
Et donc, on pourrait voir l'émergence d'une ère quaternaire. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire, c'est qu'à peu près tous les 100 ans, grosso modo, 1850, 1950 et 2050, l'humanité vit une grande révolution technologique, donc tracteurs, ordinateurs, potentiellement l'intelligence artificielle, en 2050. Et à chaque grande révolution technologique, eh bien, il y a l'émergence d'une nouvelle ère. Et donc, on pourrait voir, c'est un cinquième futur possible, eh bien, une transformation du monde du travail avec une évolution vers l'ère quaternaire, l'ère de la contribution sociétale, comme je vous l'ai expliqué. Alors, ça consiste en quoi, de manière plus précise, cette ère quaternaire? Je vais vous l'illustrer à travers un exemple très simple. Euh, Imaginons, on se projette, on est en 2040 ou 2050, l'intelligence artificielle, tout le monde la maîtrise, elle fait partie maintenant intégrante du monde du travail, et ce qu'on faisait en 2026 en 5 jours, eh bien en 2050, on fait en 2 jours grâce à l'intelligence artificielle. Le troisième jour, eh bien, le troisième jour, c'est un moment de repos parce que le cerveau humain n'a pas évolué, sauf si entre-temps Elon Musk a démocratisé les puces Neuralink, ce que je ne souhaite pas, mais en tout cas, le cerveau humain n'a pas fondamentalement évolué et donc on doit préserver notre charge cognitive. Et donc le troisième jour est un jour de repos qu'on va pouvoir avoir. Quatrième jour de la semaine, eh bien, c'est le jour où je vais pouvoir apprendre. On est tous dans des entreprises apprenantes et le quatrième jour, je vais aller développer de nouvelles compétences, aller approfondir des choses dans mon métier, aller échanger avec mes pairs, aller explorer de nouvelles parts de marché, etc. Et ça, j'ai du temps, pareil, sacralisé dans l'entreprise le quatrième jour. Et puis le cinquième jour vient le jour de la contribution sociétale, c'est-à-dire que toutes les entreprises se disent on a des compétences, on mobilise des compétences à l'échelle de la société. Et en revanche, dans la société, il y a des piliers fondamentaux qui tiennent une société, la santé, la sécurité, la solidarité, l'éducation. Et ces piliers sont des piliers extrêmement fragiles. Et dans quelle mesure, moi, en tant qu'entreprise, privée ou publique, eh bien, je peux mettre à contribution, mettre à disposition les compétences que j'ai en interne, que j'utilise pour moi, mais aussi pour la société. Et donc, le cinquième jour, eh bien, c'est du temps que je vais pouvoir avoir, moi, en tant que salarié, pour eh bien, aider des personnes âgées dans les EHPAD, accompagner ou protéger des jeunes enfants qui vont à l'école sur le passage clouté, aller en zone d'éducation prioritaire pour former des jeunes à de nouvelles compétences, etc., etc. Donc l'ère de la contribution sociétale serait une forme de cette ère quaternaire. Encore une fois, c'est aujourd'hui beaucoup sur le papier, mais c'est un futur possible que nous permettrait l'intelligence artificielle. Et finalement, pareil, on aime bien les signaux faibles chez Tomorrow Theory, et je terminerai là-dessus, cette ère de la contribution sociétale, elle existe un petit peu aujourd'hui, on le constate sur le marché. Souvenez-vous, dans le gouvernement Attal, il y avait le RSA contributif. On voit des entreprises comme le groupe Crédit Mutuel qui va allouer 15% de ses résultats à des associations, ce qui est énorme, même s'ils gagnent de l'argent, etc. Mais bon, dans la démarche, c'est énorme. Et puis, de manière un peu plus proche de nous au quotidien, plutôt que d'attendre quand on va au supermarché les fameuses banques alimentaires pour pouvoir acheter du riz, des pâtes, de la farine, etc. Et de pouvoir donner ça à des banques alimentaires. Donc, il faut avoir la chance de tomber le jour où il y a les banques alimentaires, etc. Eh bien, il y a des entreprises, par exemple comme Ramdam Social, qui ont complètement intégré ça dans leur business model et qui se sont dit, mais voilà, en fait, à chaque passage en caisse, à chaque fois que quelqu'un achète un paquet de chips ou un paquet de gâteaux chez nous, quand il passe en caisse, eh bien, sur les 2,50 € que coûte le paquet, il y a 50 centimes qui est automatiquement reversé dans les banques alimentaires. Donc on voit que cette forme de contribution sociétale intégrée au business model des entreprises commence à émerger et pourrait être clairement un futur possible pour l'humanité. Et donc on voit oui, d'une vision assez dystopique qu'on peut avoir l'intelligence artificielle. Si on se repose la question de l'évolution du monde du travail, et qu'on ne se fait pas happer par cette technologie, aujourd'hui on parle beaucoup de souveraineté technologique autour de ça, et qu'on arrive à garder cette souveraineté pour maîtriser cette technologie, finalement elle peut servir la société en bon moyen. Et puis je suis assez confiant dans la résilience de l'être humain, et je terminerai là-dessus, Christophe, sur une petite anecdote avec un film d'animation qui date de 2001, qui s'appelle Wall-E, le petit robot qui vient nettoyer la planète que les êtres humains ont totalement polluée pendant de nombreuses années. Et pendant que le petit robot nettoie la planète, les êtres humains sont dans l'espace, dans des vaisseaux spatiaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, mais moi j'ai une fille qui a 8 ans, donc je lui ai fait voir ce dessin animé.
Et les êtres humains sont tous dans des nacelles autoportées, à boire des sodas à longueur de journée et à interagir que par écran interposé. Donc on voit quand même une certaine ressemblance avec le monde dans lequel nous vivons actuellement. Et à un moment donné, ce qui se passe dans Wall-E, c'est qu'il y a deux nacelles qui se télescopent. Les deux êtres humains, un homme et une femme, tombent par terre et se rendent compte qu'ils peuvent discuter tous les deux directement sans passer par écran interposé et qu'en plus de ça, ils ont deux jambes qui leur permettent de marcher et de plus être assistés. Donc je suis assez confiant dans l'être humain, dans l'évolution et d'avoir cette vision plus optimiste. Merci de m'avoir écouté et à votre disposition Eh ben, pour les merci questions. Alexandre pour cette présentation que j'ai trouvée personnellement passionnante. Donc, on va prendre les quelques questions. Donc, on a une première question qui concerne le dernier point sur l'impact sociétal. Là, c'est une question autour de l'agriculture. Si le tracteur a marqué l'avènement de l'agro-industrialisation, quelle innovation technologique permettrait aujourd'hui de réencastrer l'agriculture dans ses limites biophysiques, tout en garantissant un modèle agroéconomique vertueux? Alors attends, c'est dans les questions-réponses, c'est ça, Christophe? Ouais, tu la vois la première, c'est la première question. C'est la toute première. Le tracteur aurait donc été le premier jalon vers l'agro-industrialisation. Donc on essaie aujourd'hui de se parfaire en partie pour retour vers des modèles agroéconomiques vertueux, mais largement contestés par les lobbies actuels. C'est ça, hein, cette question-là? Quelle innovation technologique pour se réencastrer dans les limites biophysiques? Compliqué cette question. Ouais, compliqué pour la première, hein. Ah oui. C'est pas dit. Euh, je ne sais pas si je vais réussir à répondre à cette question parce qu'elle est assez complexe, j'avoue, et je serais ravi de pouvoir échanger avec Nicolas là-dessus parce que c'est très difficile de répondre en 2 secondes. Je ne sais pas si on est sur des retours aujourd'hui, hein, sur des modèles agroéconomiques vertueux, je ne sais pas trop. Après, très clairement, et c'est ce qu'on voit, moi, c'est ce que j'observe beaucoup, je parlais d'écologie cognitive, en fait, le sujet de l'intelligence artificielle nous ramène à préserver des ressources qui ne sont pas des ressources inépuisables, à savoir notre temps, le temps de cerveau et notre capacité intellectuelle. Et donc, pour moi, l'innovation technologique qui nous permet justement de nous réencastrer dans nos limites biophysiques, eh bien, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle nous fait gagner du temps et qu'on va être des humains augmentés. En réalité, je trouve qu'aujourd'hui, en 2026, ça peut encore changer en 2027. Eh bien, elle nous fait face à nos limites. Et du coup, tout à l'heure, j'ai évoqué le sujet de la souveraineté cognitive. Elle ramène beaucoup le sujet de la souveraineté cognitive et comment préserver notre temps de cerveau disponible, notre capacité de discernement, notre esprit critique et nos facultés d'apprentissage pour appréhender un monde changeant. Donc j'aurais répondu ça et de manière assez paradoxale que c'est l'IA qui serait l'innovation technologique qui nous permettrait de nous réencastrer dans nos limites biophysiques. Ok, merci. Là, tu viens de parler un peu comment ça s'appelle, de l'écologie cognitive. Moi, j'avais une question à te poser concernant, tu t'as parlé au démarrage, au départ du webinaire, de l'anxiété des personnes sur l'avenir, et on voit malheureusement de plus en plus de souffrances au travail, celles liées souvent à l'augmentation de la charge cognitive, puisqu'on a de plus en plus de mails qui arrivent et de sollicitations externes dans un monde qui va de plus en plus vite. Mais parfois, on peut aussi gagner du temps en utilisant les LLM. Voilà. Ouais. Et j'aurais aimé avoir ton avis sur l'impact de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça est susceptible de réduire ou d'augmenter cette charge cognitive? Parce qu'un jour, on aura peut-être des outils qui vont peut-être nous aider à traiter nos mails, à limiter cette charge cognitive externe. Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Première chose, on parle d'anxiété. Il faut bien distinguer ce qu'on appelle la charge mentale et la charge cognitive. La charge mentale, j'en suis pas fondamentalement responsable. Typiquement, la charge mentale, bon, on l'associe souvent à des contraintes personnelles liées à la vie de famille. Il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, il faut s'occuper des inscriptions, etc., où je dois faire les courses et autres. Ça, c'est de la charge mentale. Mais il y a aussi une charge mentale où là, on n'a pas trop la main dessus, c'est justement l'état du monde. Et c'est ce qui rend les gens anxieux. Donc, se dire que le monde est de plus en plus pollué ou le monde va beaucoup trop vite, etc., ça représente une charge mentale et ça a un impact sur l'anxiété. Aujourd'hui, il n'y a pas d'études réellement faites sur l'impact de la charge cognitive sur l'anxiété des personnes. En revanche, il y a des études qui sont faites entre l'impact de l'IA sur la charge cognitive. La charge cognitive, c'est notre capacité dans le travail
à pouvoir réaliser des tâches. Et juste peut-être là-dedans pour répondre à cette question, il y a trois niveaux de charge cognitive. Il y a la charge cognitive intrinsèque, c'est la charge cognitive, c'est la théorie de la charge cognitive hein, de John Sweller qu'il a décrit, théorisé en 1998. Donc il y a la charge cognitive intrinsèque qui est celle qu'on active. Typiquement, je fais un webinar, je sollicite ma charge cognitive intrinsèque. Bah, ça fait partie, j'ai quelque chose à faire, je le fais. Après, j'ai la charge cognitive extrinsèque. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'ai des travaux à côté de chez moi, donc ça fait pas mal de bruit. Ça vient perturber. Donc, c'est les éléments extérieurs qui viennent perturber ma charge cognitive globale et donc dans mon exécution de la tâche. Donc, c'est ce que tu disais, Christophe, les mails, les réunions, les sollicitations Slack, les WhatsApp sur le téléphone, etc., etc. Et puis après, il y a la troisième charge cognitive qui est la charge germane, qui est la charge qui est liée à l'apprentissage, qui est la bonne charge cognitive. C'est celle qu'on fait travailler, qui nous permet de faire travailler surtout notre mémoire long terme. Et donc là, c'est la théorie des schémas et qui nous permet justement de pouvoir emmagasiner pas mal d'informations sur notre mémoire long terme. Et dans nos organisations modernes, eh bien, on passe à peu près 20% de notre temps sur de la charge cognitive intrinsèque, donc il y a des tâches. 80% c'est de la charge cognitive extrinsèque, donc beaucoup de mails. Et puis, bah, il reste quasiment rien pour la charge germane, alors que normalement, on devrait dédier du temps pour la charge germane. Donc, il y a un vrai sujet aussi aujourd'hui sur cette surcharge cognitive. Le BCG a sorti récemment un article sur la Harvard Business Review et parle de brain fry, donc très clairement de cerveau grillé. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, eh bien, on a l'impression qu'elle nous fait gagner du temps, parce que oui, elle peut rédiger les mails à notre place, mais ce que je disais tout à l'heure, ça déplace aussi la valeur travail vers beaucoup plus de discernement, de vérification, de contrôle, etc. Et ça sollicite beaucoup plus notre charge cognitive. Et on arrive à la fin de la journée, on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose parce qu'on a lancé 15 trucs différents à nos IA. Et en réalité, ben, on a épuisé notre cerveau cognitivement. Et ça, c'est un vrai sujet dans les organisations de demain. Et c'est pour ça qu'on parle d'écologie cognitive. Moi, je l'associe à des sportifs de haut niveau, des athlètes de haut niveau. Un marathonien, va pas courir des marathons tous les jours. Il va faire du fractionné, il va avoir des temps de repos, bref, il va s'entraîner et il va avoir ses temps de récupération. Bah, pour nous, avec l'intelligence artificielle, il faut préserver cela, il faut avoir ces fameux temps de récupération et puis après, exercer notre cerveau justement à une forme de gymnastique qui ne soit pas une gymnastique trop routinière. Merci. On peut peut-être prendre une dernière question, Alexandre. On a une question là sur que tu peux voir de Raphaël sur sur l'impact de l'allègement du volume de travail, du coup une baisse tendancielle des salaires et du coup qui va financer la consommation dans un monde où le travail va se Ouais. raréfier. Alors, je ne sais pas si moi je n'ai pas une vision peut-être hyper réaliste de cela. Je le vois de la manière suivante, c'est que aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire ce qu'on faisait avant plus vite. Si on n'augmente pas la charge et qu'on est sur un futur possible qui est le futur de la réduction de la flexibilité, réduction du temps de travail ou la flexibilité du temps de travail, pour moi, je considère qu'on est tout aussi productif avec l'intelligence artificielle. Je m'explique. Si je faisais 10 projets en 5 jours sans IA, demain, je peux faire 10 projets en 4 jours avec de l'IA. Mais je continue à faire 10 projets. Donc, je suis tout aussi productif pour mon entreprise. Donc, je coûte autant pour mon entreprise. Je rapporte autant à mon entreprise. Et en même temps, je les fais plus vite. Donc, je peux demain pouvoir avoir cette flexibilité, un allègement du volume de travail avec un même niveau de rémunération. Après, là, il y a d'autres questions derrière des personnes qui n'ont plus du tout de travail parce que remplacement par de l'IA, et c'est là on parle de revenu universel. Et la contribution, comment on va pouvoir financer le pouvoir d'achat des ménages derrière ouais, financer le travail à travers du revenu universel. Bah, des économistes se disent, bah oui, mais si les entreprises surperforment ou surproduisent grâce à l'intelligence artificielle, donc elles vont dégager encore de plus en plus de profits, et ben, tous ces profits supplémentaires dégagés, il peut y avoir une redistribution à travers du revenu universel. Réaliste ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas économiste du tout, mais c'est ça les réflexions qu'il y a derrière. Merci beaucoup, Alexandre. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, je tenais chaleureusement à te remercier pour ton implication dans ce webinaire au titre
de l'équipe du MEI. Donc le prochain webinaire aura lieu le 19 juin de 13 heures à 14 heures et il sera animé par ma collègue Astrid et il traitera de la révolution du l'IA dans l'univers juridique. Voilà, donc vous pourrez voir l'impact de l'intelligence artificielle sur l'ensemble des métiers du droit. Voilà. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Nous vous Merci à souhaitons vous. une bonne après-midi et de passer un bon week-end au soleil, je l'espère pour vous. Bonne journée. Bonne journée.